Alors nous enchaînons cette séquence Agir pour des territoires sobres avec Hélène Pesquine, secrétaire permanente du PUCA, le plan urbanisme construction architecture, qui va nous parler de la France, terre de contraste et de coopération, et lance un appel, halte à la concurrence des territoires. Hélène Pesquine. Bonjour ou rebonjour à toutes et tous. Je suis Hélène Pesquine, la directrice du plan urbanisme construction architecture. Pour situer un petit peu d'où je vous parle, c'est un service interministériel qui fait de la recherche et de l'expérimentation et de l'innovation urbaine, donc dans les domaines des collectivités territoriales et des professionnels de la ville. J'insiste un peu là-dessus parce que, comme vous savez, on est en période de réserve. Donc, c'est vraiment la restitution de travaux qu'on a conduits auprès de collectivités locales et un peu les enseignements de ces travaux que je vais vous restituer aujourd'hui. Il ne s'agit pas d'une prise de parole publique au titre du ministère. J'insiste un petit peu là-dessus. Et en l'occurrence, le PUCA travaille depuis de nombreuses années avec les collectivités locales et toutes sortes de collectivités locales, en particulier dans un grand programme sur les transitions des métropoles et leur coopération territoriale avec 15 métropoles françaises, mais aussi en appui au programme Action Cœur de Ville avec les villes moyennes depuis maintenant 4 ans, dans l'innovation urbaine et plus récemment, dans le cadre du programme Petites Villes de demain, aussi avec les outils de la recherche embarquée. Et donc on a d'une certaine manière des antennes dans le monde professionnel comme dans le monde des collectivités locales, un peu partout sur les territoires français. Et d'où l'idée de cette intervention aujourd'hui sur ce que j'ai proposé d'appeler la halte à la concurrence des territoires, c'est-à-dire l'idée que malgré tout ce patchwork de situations locales qui sont assez différentes pour des questions de marché immobilier comme pour des questions de dynamique territoriale, ça forme quand même un territoire qui est le territoire France et qu'on a un peu perdu finalement l'image de ce que ça fabrique et qu'il y a des interdépendances et des relations qui se tissent entre ces différentes strates de territoire et qu'on a un peu tendance à l'oublier. Donc c'était un peu l'idée de cette intervention. Premier point peut-être en introduction, on sort d'une période où on a eu l'impression que le fait métropolitain qui avait été tellement vanté dans les 10 dernières années était en train de s'effondrer d'une certaine manière et que l'ère des métropoles, en tout cas en France et peut-être dans d'autres pays occidentaux, était terminée. Alors même que pendant des années, notamment les années 2010, on les a donné un exemple comme les moteurs de la croissance économique, on leur a donné un statut, et ce, sous l'angle aussi du développement des territoires, d'un développement qui est partagé, qui est régionalisé d'une certaine manière avec ces grandes capitales régionales, et dont les métropoles devaient être un petit peu les commandeurs au sens de ces développements territoriaux. Ce qu'on constate, c'est que très vite, ce modèle qui est affirmé dans un certain nombre de lois de décentralisation, notamment celle qui s'appelle la loi d'affirmation des métropoles et la loi de l'organisation territoriale de la République, à peine elles sont votées, qu'il y a une espèce de gueule de bois, tout de suite, il y a un vent de contestation contre ce fait métropolitain. Des métropoles qui seraient hors sol, des habitants qui seraient finalement exclus des décisions, un espèce de dispositif de la mondialisation qui s'appliquerait à des territoires urbains qui seraient ces métropoles en France. Et on s'est posé très vite la question, il y a eu déjà très vite beaucoup de débats dès l'application de ces lois de décentralisation sur ce modèle métropolitain, les imaginaires qu'il développe et finalement l'idée qu'il faudrait peut-être le contester. Motif qui serait finalement le fer de lance d'un certain nombre d'injustices, d'inégalités socio-spatiales, et c'est notamment tout le discours autour de la France périphérique de Christophe Guilluy, les métropoles contre le reste de la France d'une certaine manière. Et donc il se trouve qu'en 2018, le PUCA lance un programme qui s'appelle POPSU Métropole. Je ne sais pas si... Non, ça n'apparaît pas derrière, mais ça apparaît là, mais pas là. Bon, tant pis pour vous. C'est pas... qui veut justement essayer de documenter ce fait métropolitain et ce qui est en train de se jouer dans ces territoires urbains français en termes de réalité, d'ancrage de réalité territoriale, de relations entre les pouvoirs publics, les élus, l'institution métropole, finalement, le collectif du conseil métropolitain, et les habitants, les entreprises sur le territoire.
Et donc on a installé dans 15 métropoles en France un dispositif qu'on appelle de recherche-action, c'est-à-dire avec des chercheurs en sciences humaines et sociales qui dialoguent avec les élus, qui observent ce qui se joue dans le territoire en question. Donc, je ne vais peut-être pas les citer toutes les 15, mais ce sont 15 grandes villes de France, Lille, Nantes, Strasbourg, Toulouse, Bordeaux, Marseille, Nice, voilà, elles sont à peu près toutes présentes sur les 22 métropoles. Et chacune a décrit ce sur quoi il lui semblait qu'il fallait approfondir un peu sa compréhension de son ancrage territorial, le fil rouge du programme étant la métropole et les autres. Et donc cette question des complémentarités territoriales, elle est très vite venue dans le débat en 2018-2019 et notamment dans la discussion avec les élus, sur le fait qu'ils cherchaient à montrer que leur ancrage territorial était réel et qu'il pouvait se nouer une vraie coopération entre un écosystème local et le fait métropolitain, y compris dans sa dynamique économique qui pourtant pouvait avoir des effets pervers, notamment sur les congestions ou les prix de l'immobilier. Donc ce programme se déploie depuis 4 ans, il arrive à son terme. C'était l'occasion aujourd'hui de vous montrer un petit peu ses résultats. Et puis c'est aussi l'occasion de montrer comment un service comme le nôtre produit ce type de résultats. Et notamment dans le cadre de ce programme partenarial, ça passe par des ouvrages qui ne sont pas des rapports de recherche, parce qu'on sait très bien que dans les gens comme nous qui travaillons sur les questions urbaines, nous n'avons pas forcément le temps de nous plonger dans des rapports de recherche, même si le contenu nous intéresse. Et donc, c'est des programmes qui se jouent beaucoup dans le dialogue, c'est-à-dire on a des rendez-vous obligatoires entre les élus et les équipes de recherche, et puis dans la production d'ouvrages qui sont, alors je vais revenir un peu plus tard à ça, de cette nature, qui sont des livres de poche qu'on trouve en librairie et qui racontent l'histoire métropolitaine ou la trajectoire métropolitaine d'une ville ou d'une autre. Là, vous avez la quinzaine d'ouvrages qui sont parus ou en cours de parution et qui essayent de monter en généralité sur ce qu'il faut en comprendre finalement et comment se joue cette complémentarité territoriale. Au final, on se retrouve avec une communauté composée d'à peu près 2000 professionnels de la ville. Donc c'est un vrai réseau qui travaille sur cette question, qui ne sont pas que des professionnels de la grande ville au sens du centre-ville ou de la ville dense, parce qu'il faut savoir aussi qu'il y a une grande diversité de territoires métropolitains en France, en tout cas dans ceux qui ont le statut de métropole aujourd'hui. Certaines sont très étendues, comme celle de Lille qui comprend un nombre très important de communes rurales. D'autres sont beaucoup plus resserrées, comme celle de Bordeaux. Et ce qui se joue dans la gouvernance métropolitaine, qu'on soit maire et président de la métropole, par exemple, ou qui est une dissociation du maire et du président, est très différent, avec en plus des dynamiques économiques qui peuvent être très différentes, qu'on soit à Toulouse ou Bordeaux, métropole très attractive, ou à Lille ou Strasbourg, qui ont au contraire, en tout cas, une dynamique en tout cas beaucoup moins forte en termes de développement économique et d'attractivité pour les habitants notamment. Et donc ce dispositif permet de nouer un vrai dialogue à expertise égale, c'est-à-dire on a des élus qui racontent leur territoire, dont on reconnaît aussi la connaissance et l'expertise, des techniciens qui le font vivre au sens des actions de politique publique, et puis une équipe de recherche d'une dizaine ou d'une quinzaine de chercheurs qui prennent la distance critique suffisante sans être dans une critique gratuite pour essayer d'observer ce qui se joue dans les politiques mises en place localement. Pour donner des exemples concrets, à Nantes, on a travaillé sur les stratégies de transition énergétique et écologique, à Strasbourg sur la relation entre la ville et son port, à Marseille sur la question du grand paysage. Et on voit apparaître finalement, alors on peut appeler ça un nouveau récit de la métropole qui s'accroche un peu plus à des réalités tangibles, observées, et donc scientifiquement en tout cas rendu compte par le travail de recherche. Ce qu'on constate comme un peu un premier résultat, c'est que finalement, il y a eu beaucoup d'évolutions sémantiques dans la manière dont les métropoles se présentent au monde. Je le disais, en 2015-2016, il y avait une espèce d'achievement, de réussite des pouvoirs métropolitains qui avaient obtenu le statut de métropole dans la loi, et donc la reconnaissance de leur rôle territorial, et finalement un peu d'effet gueule de bois, des crises successives, les gilets jaunes, les crises des pics de pollution, la congestion automobile, les prix de l'immobilier qui augmentent très rapidement, je pense notamment à Bordeaux et à Toulouse, les distances qui s'allongent,
les crises sociales, les grèves des transports, les grèves des poubelles, par exemple, à Marseille, le terrorisme à Nice et à Paris, et donc une espèce de désamour très rapidement des habitants, finalement, pour cette hyperdensité métropolitaine, cette intensité, finalement, qui n'est pas reconnue comme une valeur positive, ou pas nécessairement comme une valeur positive. Et à ça s'ajoute évidemment, et c'est ce qu'on a observé dans le temps des 4 ans de recherche, la crise sanitaire, dans lesquelles les métropoles se sont retrouvées, alors qu'elles avaient plutôt un rôle un peu technocratique, à être vraiment en soutien auprès des habitants, et où elles réalisent aussi que quand on supprime toutes les externalités positives de l'agglomération au sens de la vie culturelle, de la vie éducative, il n'en reste quasiment que du négatif. Et ça a ajouté beaucoup un peu au désamour des habitants pour leur métropole. Alors on a vu après dans des travaux sur l'exode urbain que ça n'a pas pour autant créé des départs massifs de ces territoires, mais ça a relancé la question de finalement qui on est dans notre territoire et quelle relation on peut avoir avec un hinterland qui est plus ou moins dans l'institution métropolitaine, enfin dans le périmètre de l'agglomération, ou plus ou moins à l'extérieur, notamment la relation avec des villes moyennes. C'est la réflexion que s'est posée Toulouse par exemple. Elle peut maîtriser l'étalement de son urbanisation si elle travaille mieux avec son hinterland de ville moyenne. C'est aussi la question que s'est posée Strasbourg avec des territoires productifs qui peuvent être ceux des Vosges dans la relation un peu économique qu'elle peut nouer avec eux. Et donc ce réancrage, finalement, un peu à l'image de ce que Bruno Latour appelle l'atterrissage, a permis aussi aux élus métropolitains et à leurs équipes peut-être de sortir d'une posture un peu surplombante pour réaliser à quel point il y avait des interdépendances sur leur territoire, à l'échelle locale comme globale, entre leur espace métropolitain et tout un monde de ressources, qui sont des ressources, encore une fois, locales et globales, des ressources au sens propre en eau, en alimentation, sur lesquelles se nouent beaucoup de partenariats aujourd'hui et de coopération, notamment autour des plans alimentaires territoriaux, mais aussi des ressources éducatives, des ressources en savoir-faire productif, par exemple, sur la question de la relocalisation industrielle. Et puis, plus largement, les métropoles étant les nœuds de transport et de mobilité par excellence, évidemment, des ressources liées à ces infrastructures qui les placent dans une carte qui n'est pas que la carte de leur territoire, mais une carte nationale, européenne, voire internationale, quand il s'agit d'infrastructures de transport international. Et donc, c'est une espèce de nouvelle, peut-être de nouveau réencastrement dans ce territoire à multiples échelles qui a été un peu démontré par ces travaux, mais appliqué à des questions extrêmement précises. Pour donner à nouveau quelques exemples, on a travaillé à Lille sur le métabolisme urbain. C'est la question du calcul de ce qui rentre et ce qui sort d'une métropole. C'est en fait le meilleur outil aujourd'hui pour démontrer les interdépendances entre des territoires de consommateurs et des territoires de producteurs. Et cet exercice a été très instructif aussi pour mesurer à quel point la métropole toute seule était incapable de survivre finalement, et qu'elle a énormément besoin de comprendre de quoi elle dépend. Un autre exemple qui est celui des mobilités à Rouen. À Rouen, on s'est interrogé sur le besoin de mobilité à l'échelle d'un territoire qui est relativement peu dense, puisqu'il y a la ville-centre de Rouen, qui est une ville pas très grande finalement, un peu plus de 100 000 habitants, et puis tout un hinterland de hameaux et de petites villes qui sont dans des configurations qui ne permettent pas du tout de développer des projets de transport urbain à l'image du centre-ville, évidemment. Et donc, qu'est-ce que c'est que l'offre de mobilité d'une métropole vers ces territoires périurbains qui soit au niveau attendu par les habitants, c'est-à-dire un niveau qui est celui attendu d'une métropole, quand ça ne peut pas être une ligne de tramway ou un bus à haut niveau de service. Et donc on a interrogé un peu finalement le besoin en faisant des enquêtes auprès des habitants et la possibilité d'une offre qui ne serait pas exactement celle qu'on attribue dans l'imaginaire au transport urbain. Peut-être un troisième exemple à Nantes, je le disais, sur la transition énergétique et notamment sur l'alimentation, puisque Nantes est dans un territoire extrêmement producteur maraîcher notamment. Ce sont eux aussi des relations assez intéressantes sur justement l'usage des sols, c'est-à-dire comment est-ce que dans un grand territoire, j'allais dire productif autour de la question alimentaire dans l'agglomération nantaise, le fait de devoir préserver des sols pour de l'agriculture vivrière ou du maraîchage peut avoir une influence sur la manière dont le développement urbain va s'opérer entre les bourgs et hameaux et puis la ville-centre, disons, dans un débat dont vous savez qu'il est toujours assez compliqué sur les extensions urbaines et le développement de l'urbanisation.
Donc donner une valeur nouvelle, reconnaître cette valeur nouvelle au titre du territoire métropolitain à des espaces de production, notamment alimentaires, ça c'est aussi un effet peut-être un peu nouveau de ces nouvelles coopérations. Et donc, il nous a semblé qu'après ces quelques années de réflexion, on avait vraiment, je ne sais pas s'il faut dire bifurqué, parce que c'est un terme en ce moment qui est un peu trop souvent employé, mais en tout cas, qu'il y avait une vraie réorientation des discours des élus et des écosystèmes métropolitains, entreprises, associations, etc., autour de finalement d'une vraie vulnérabilité qui s'est révélée dans ces crises successives, et donc de l'obligation d'essayer d'y répondre, et que pour utiliser un terme aussi consacré, la résilience de ces territoires passerait par des coopérations renforcées qui doivent être aussi la reconnaissance que le territoire servant et le territoire servi ne sont pas forcément ceux qu'on croit, qu'il n'y a pas que du ruissellement depuis une agglomération riche qui crée de la prospérité vers son territoire d'habitants, on va dire. Il y a aussi de la capacité du territoire à reconnaître ses ressources à l'extérieur de la zone urbaine pour faire fonctionner cette agglomération dense. Et c'est certainement des objets de politique publique sur lesquels il faudra à l'avenir se concentrer si on veut essayer de trouver les chemins de cette résilience et de la planification écologique et territoriale. Ce que ça a aussi montré, c'est qu'on peut organiser cette réflexion collective. Alors nous, on était plutôt sur une scène intellectuelle avec ces chercheurs, mais à une dimension élargie dans le territoire autour de conventions citoyennes locales, par exemple, de COP21 locales, c'était le cas à Rouen, convention c'était à Grenoble et à Nantes, et qu'il faut aussi trouver les outils de la démocratisation de ce débat et donc de la vulgarisation de cette compréhension un peu nouvelle du monde. Moi, j'aime beaucoup l'image de Bruno Latour qui dit « où atterrir », donc sur l'atterrissage dans une zone critique sur laquelle il va falloir répondre à des injonctions contradictoires assez fortes. Et il me semble que les gouvernances territoriales, qu'elles soient strictement des pouvoirs publics ou au-delà, leurs conseils de développement et les écosystèmes territoriaux, sont le lieu où on pourra assurer cette articulation d'injonctions qui peuvent paraître contradictoires. Si on prend d'autres exemples, à Lyon, la plateforme a travaillé sur le coût résidentiel au sens du taux d'effort des ménages, notamment les plus périurbains. Au-delà de la métropole de Lyon, il y a énormément de ménages qui s'installent dans des villages, qui ne sont plus vraiment des villes périurbaines, mais plutôt des villages. Et le taux d'effort qu'on connaît sur l'énergie, sur la question du logement, se transfère sur la question du transport. Et alors évidemment, c'est un effet gilet jaune qui maintenant est bien connu. Mais la question qu'on se pose, c'est comment ces gens-là, qui sont quand même tributaires d'une aire urbaine et d'une aire métropolitaine lyonnaise, sont pris en considération, peut-être par des aides publiques, en tout cas des dispositifs adaptés, dans le fonctionnement finalement de la métropole, qui a besoin de ses ressources humaines, qui a besoin de ses travailleurs aussi pour fonctionner. À Strasbourg, je le disais, on a travaillé sur la relation avec le port, et là je trouve qu'on ouvre un autre champ très intéressant de la relation territoriale entre les grandes villes et leur hinterland, c'est celle de ce qu'on appelle rapidement la ville productive, c'est-à-dire la capacité à maintenir, à retenir, voire à développer des activités de production industrielle dans les villes. Et les ports sont par excellence des zones industrialo-portuaires extrêmement intenses en activité industrielle, avec toutes les nuisances qui vont avec. Et comment on reconnaît que malgré tout, cette activité est indispensable au fonctionnement d'une grande ville, qu'elle fait partie des fonctions métropolitaines, et qu'il faut donc trouver le moyen de maintenir ou de retenir cette activité, malgré un certain nombre d'effets environnementaux, de nuisances sur lesquels il faut arriver à travailler. Donc c'est aussi une autre hiérarchie des valeurs entre ce qu'on veut développer, avec une habitude du développement urbain qui est très liée aux fonctions urbaines, entre guillemets, les plus propres, un peu bobo, des pistes cyclables, du logement, du tertiaire, qui d'ailleurs est en train de perdre un peu de son intérêt économique. Et avec d'une certaine façon une manière d'occulter ce qui est moche, ce qui pue, ce qu'on ne veut pas voir, et donc l'obligation aussi de regarder un peu derrière la façade, derrière le décor, ce qui fait aussi fonctionner la ville, c'est tout un tas d'infrastructures, et plus on voudra faire de la ville un objet qui se recycle sur lui-même, qui gère ses déchets, etc., plus on aura ces infrastructures. Donc c'est aussi une autre manière de regarder l'imaginaire urbain et métropolitain que de se poser la question de cette espèce d'organisme qu'il va falloir apprendre à apprivoiser dans le territoire urbain. Alors, qu'est-ce qu'on peut ouvrir comme perspective après ces 4 ans de recherche ? On constate qu'en France, on a une crise un peu de la compétition territoriale, avec beaucoup d'élus qui se plaignent des appels à projets à répétition, un peu un épuisement des très grands projets urbains, qui sont ceux des métropoles d'ailleurs, qui étaient inscrits dans le modèle de la loi SRU, mixité sociale, fonctionnelle, densité, compacité.
qui commencent à faire un peu peur et qui sont plutôt contestés, y compris par les élus eux-mêmes aujourd'hui. Et donc finalement, quel est le modèle dans cette idée qu'une ville ne fonctionne pas seule, mais dans un territoire élargi? Quel est le modèle du développement urbain pour éviter que finalement on renonce à accueillir les besoins qui sont ceux des villes? Dans les discours, en tout cas, ce qui apparaît beaucoup, c'est un retour vers plutôt des notions d'hospitalité et moins d'attractivité, avec une crainte de la croissance. Ça se voit à Bordeaux, ça se voit à Grenoble ou à Toulouse, un peu un retour en arrière sur les métropoles millionnaires ou les projets d'attractivité sans fin. À Strasbourg, il y a aussi le même effet. Et donc, il faut arriver à trouver les trajectoires de cette métropole dite inclusive, sobre et résiliente. C'est évidemment un enjeu aussi pour articuler ces enjeux territoriaux avec la transition écologique au niveau national. Et en parallèle, se joue, là, y compris dans la loi récemment adoptée, une question autour de la différenciation des territoires. On l'a constaté en faisant cet exercice sur 15 métropoles, qu'on mène aussi sur un certain nombre de petites villes, d'ailleurs, dans des dimensions un peu plus réduites, mais avec le même type d'exercice. C'est qu'il y a une attente très forte de différenciation des territoires, inscrite dans la loi 3DS il y a quelques semaines, mais qu'en fait, il y a certainement une compréhension différente de ce qu'est cette différenciation des territoires si on la prend du point de vue local ou du point de vue national. Et donc, on pourrait croire que cette idée de différenciation, on l'apporte plutôt nous, compte tenu de ce qu'on a vu sur les plateformes, ce serait enfin la reconnaissance d'un fait territorial, d'une diversité de faits territoriaux même. Alors là, on les regarde depuis les métropoles, mais encore une fois, on peut le regarder depuis les petites villes ou les villes moyennes. Et donc, l'idée qu'enfin, on pourrait accepter que des politiques publiques nationales, élaborées de manière centralisée, pourraient s'adapter, ou en tout cas être appliquées différemment sur les territoires, avec des réalités humaines, géographiques, historiques, morphologiques différentes, une histoire industrielle différente, des savoir-faire différents, etc. Et donc, ce serait, d'une certaine manière, le moment pour l'État de reconnaître, de faire confiance, finalement, au territoire. C'est un peu d'ailleurs le programme Action Cœur de Ville, pour ceux qui le connaissent bien, qui, d'une manière très horizontale, a donné accès pour ces villes qui revitalisaient le cœur de ville, à tout un tas d'outils et d'opérateurs liés à l'État ou non d'ailleurs, comme Action Logement, de manière finalement très ouverte et sans avoir un cadre trop rigide, ce qui était relativement rare pour les programmes nationaux. Mais on peut aussi lire cette idée de différenciation des territoires de manière un peu différente. Et c'est un peu ce dont rend compte aujourd'hui l'Agence nationale de la cohésion des territoires, qui est née en 2020, qui est finalement un guichet presque clientéliste qui s'adresse d'une part aux petites villes, d'autre part aux villes moyennes, avec des programmes différents, par ailleurs au littoral, par ailleurs à la montagne, par ailleurs au quartier de la politique de la ville, et à chaque fois en essayant de disperser des crédits d'intervention dits prioritaires, mais sans justement donner à voir cette complémentarité. Il y a certainement dans ce modèle de l'Agence nationale de la cohésion des territoires encore à construire quelque chose qui est à la fois la reconnaissance de la différenciation et des complémentarités ou des coopérations qui sont indispensables au fonctionnement du territoire France. Je vais vous demander on peut quand même constater... Oui, c'est l'heure. J'ai 5 minutes. On peut quand même constater que les métropoles ne font pas partie des périmètres d'intervention prioritaire de cette agence, puisqu'elle s'adresse aux territoires fragiles, et on oublie un petit peu d'ailleurs que les métropoles concentrent aussi la plus forte concentration de pauvreté de France dans les quartiers populaires, mais on considère qu'elles ont les moyens de régler ça en interne. Je termine juste sur un point qui me semble important d'aborder aujourd'hui en conclusion. On parle beaucoup de planification écologique et territoriale, et je pense que cet exercice qu'on a conduit dans les grandes villes et dans les petites villes, et tout ce qu'on peut faire aussi avec les villes du programme Action Cœur de Ville, on montre à quel point on ne peut pas imaginer cette notion de planification comme on a pu la penser au siècle dernier. D'abord parce que c'est le XXIe siècle, c'est celui de l'urgence climatique, de l'extinction massive des espèces, du numérique généralisé, de l'économie mondialisée et des inégalités qui augmentent. Mais aussi parce que c'est le siècle des pénuries, les pénuries en eau, en air pur, en matières premières, on le voit bien en ce moment, des conflits d'usage des sols. Et donc ça, ce sont des choses qui se gèrent localement et qu'on ne peut pas décréter au niveau national sans l'avoir adapté à des territoires donnés, puisqu'on est plus ou moins soumis à ces pénuries et pas toujours les mêmes selon qu'on est au nord, au sud, en montagne ou au bord de la mer. Et donc il faut absolument que cette idée de planification qui a une vraie valeur par rapport à ce qu'on vient de dire sur le territoire France
nous permettent d'atterrir justement sur des stratégies d'intérêt local qui sont des briques des contributions à la stratégie nationale. Et peut-être un dernier point, c'est que le système de valeurs finalement entre les territoires urbains et les territoires non urbains, dans cette logique de la planification, pourrait être inversé, puisqu'on se rend compte à quel point on a dans les territoires non urbains ou peu denses ou même en déprise, des potentiels et des opportunités pour la transition écologique. On a évidemment les forêts stockeuses de carbone, les zones agricoles, les réservoirs d'eau potable, les friches, qui sont en fait des réservoirs de redéveloppement pour le projet national aussi. Et donc ce qui serait assez intéressant, c'est d'essayer de percevoir finalement comment la hiérarchie des territoires, on est parti des métropoles puissantes, pourrait s'inverser dans une logique où finalement c'est peut-être les territoires fragiles qui seraient les plus gros réservoirs de potentiel pour la transition écologique en France, et ce serait un peu un juste retour des choses, puisque de fait on aura bien besoin de ces ressources pour résister ou être résilient, disons, aux effets du changement climatique. Évidemment, il ne s'agit pas de déporter à la campagne les fonctions métropolitaines, on voit bien que ça n'a pas du tout de sens, mais c'est peut-être plus une question de considération, ou en tout cas de hiérarchie, comme je le disais, des valeurs. Et on pourrait même imaginer, dans une logique de planification, que celles-ci, ces valeurs, soient socialisées ou monétarisées, comme on le fait par exemple avec les certificats d'économie d'énergie. Je sais que j'arrive au bout, mais je vais quand même dire un dernier mot. On parle beaucoup de zéro artificialisation nette, c'est un sujet sur lequel on travaille pas mal aussi au PUCA. Et on voit à quel point les injonctions semblent contradictoires entre certaines injonctions à la relocalisation d'activités, par exemple, ou d'autres à la maîtrise de l'étalement urbain. Et en tout cas, moi, je suis persuadée, je dis peut-être à titre personnel, mais que les résolutions de ces injonctions contradictoires, elles ne peuvent passer que dans la compréhension locale de la manière de les résoudre. Si on peut donner des exemples, on voit très bien qu'on a déjà des outils de négociation des usages des sols qui sont en cours d'invention, les champs agrivoltaïques, où on a à la fois de l'élevage et de la production d'énergie, des infrastructures de recyclage de déchets dans la ville, qui deviennent des outils de production au service de l'économie circulaire, la revitalisation d'espaces déqualifiés, des toitures solaires en zone construite, et on rentre dans un monde finalement de négociations permanentes pour arriver à résoudre cette équation très difficile de la transition écologique et territoriale qui est, si j'ai bien compris, au cœur de ce projet de la planification nationale. Il me semble que, puisqu'on est à un moment un peu de réinvention, on pourrait utiliser mieux l'Agence nationale de la cohésion des territoires pour essayer de traquer un peu toutes ces opportunités et de soutenir toutes ces opportunités, de faire mieux avec moins, dans une forme d'urbanisme qui serait négociée en permanence avec un guide qui est celui d'éviter, réduire, compenser systématiquement toutes les politiques publiques. Alors, notre nouvelle ministre de la Transition écologique est chargée des relations avec les territoires et de la cohésion territoriale. Donc on espère évidemment que cette dimension de la contribution de l'action territoriale au projet national puisse finalement être un peu un fil rouge de son mandat. Et je ne doute pas que l'impasse de la concurrence des territoires dont on essaye de sortir puisse, grâce à ces nouvelles stratégies, être un peu évitée. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup Hélène Pesquine pour votre intervention. Merci à vous pour votre écoute. Petite pause.